Now streaming live on Facebook. Okay. Alors, Hello. bonjour à tous. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Voix transnationale sur le racisme systémique. Mon nom est Rolande et je suis étudiante en business international à l'Université de Concordia. Je suis aussi administratrice donc, pour le mouvement Quarantine Renaissance, qui est un mouvement de solidarité transnationale. Et aujourd'hui, donc, je suis heureuse de recevoir Michel-Ange qui va nous parler donc du féminisme noir. Donc, il y a la traduction, en fait, mot pour mot du mouvement anglais qui est Black Feminism. Et donc, aujourd'hui, on va discuter avec elle du féminisme noir et de la lutte contre le racisme. Donc, sans trop tarder, je vais vous présenter Michel-Ange. Alors, Michel est une Afro-Haïtienne qui a migré au Chili il y a près de 5 ans. Elle est étudiante finissante en travail social et elle est militante féministe antiraciste. Elle lutte aussi contre les violences et pour les droits humains et participe d'ailleurs au mouvement Quarantine Renaissance. Donc, Michel est aussi membre d'ailleurs de l'organisation afro-diasporique Negradas, que nous apprendrons davantage aujourd'hui. Et en dehors de tout cela, Michel est une femme qui aime la vie et la jovialité. Et j'ajouterais même moi, personnellement, que Michel est une femme extraordinaire qui parle plusieurs langues. Je vais essayer de me rappeler les langues que tu parles, Michel. Donc, tu parles l'espagnol, tu parles le français, tu parles l'anglais. Quelle autre langue parles-tu? Le portugais? Puis, je pense oui, le créole aussi. Oui, le portugais et le créole haïtien. Wow, super. Alors, merci Michel d'être là avec moi aujourd'hui. Merci surtout d'avoir accepté de faire cette entrevue en français. Je sais que ça fait longtemps que tu as parlé le français. Alors, je suis contente de te voir aujourd'hui et d'être en train en français. Donc, bienvenue. Et bienvenue à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui sur Zoom et sur Facebook Live. Donc, je vais donc commencer l'entrevue. Je vais commencer. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que je commence, Michel? Ah non, je vais te remercier. C'est effectivement ce que tu as dit de moi, oui, c'est vrai. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et parler aussi de ce thème très sensible que pas mal de personnes ont peur de parler, mais moi, j'ai choisi de faire et j'espère que ça va enrichir davantage notre manière de penser, notre connaissance et surtout notre militance et engagement dans l'action contre le racisme. C'est ça. Mais merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai hâte de commencer la discussion et j'ai hâte que tout le monde qui est ici puisse aussi participer, que nous puissions discuter ensemble. Mais avant qu'on rentre davantage dans la discussion, j'aimerais te poser la question. Donc, comme j'ai dit, le féminisme noir, en fait, c'est la traduction mot par mot donc, du Black Feminism. Et il y a des gens, je pense, qui ne sont pas très familiers avec ce concept. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer aux gens qui sont là, c'est quoi le féminisme noir, en fait? Ton micro, Michel, est... Maintenant, vous m'écoutez? Ok. Bah, le féminisme noir, c'est comme tu as dit, c'est le traduction mot par mot qui est el black feminisme, ou el feminismo negro, comme on le dit acá. Le féminisme noir est un courant du féminisme qui défend le sexisme, l'oppression des classes et le racisme. Ils sont fermement relationnés. La manière dont ces concepts sont liés, on les appelle aussi l'intersection. Les intersectionnalités, ce sont les facteurs qui sont inclus, qui sont là-dedans du féminisme, qui sont contre les Noirs, qui sont violents aussi pour notre système. Et en gros, c'est ça. Super, mais merci beaucoup. Donc, toi, tu t'es définie comme une personne, comme une militante en fait antiraciste et je sais que tu te positionnes beaucoup pour les femmes noires surtout. Est-ce que tu veux commencer par nous parler davantage du féminisme pour les Afro-Chiliens? Donc, quelle est l'importance de ce mouvement-là au Chili? Le féminisme afro-chilien, c'est un thème très grand et nous sommes en train de discuter ces choses-là. Parce qu'au Chili, nous avons des peuples afro-tribales. Ils sont dans le département du Sud. On les appelle
cette ville-là s'appelle Tarapacá. Ici au Chili, la constitution chilienne ne reconnaît pas les Noirs. Ils ne reconnaissent pas les Noirs parce que non, ils nient qu'il y avait des esclaves ici au Chili. Mais il y a pas mal d'Afro-Chiliennes et maintenant, elles réclament leur reconnaissance tribale. Elles réclament aussi l'importance de leur mouvement et c'est très important ici. La communauté noire lutte ici contre le stigmatisme des Noirs, car ici au Chili, si on est noir, on est haïtien. Quel que soit noir ici au Chili, que ce soit afro-chilien, afro-colombien, afro-vénézuélien, afro-brésilien, ils sont tous des haïtiens parce que la catégorisation des noirs ici au Chili, est typiquement haïtien. Et la lutte contre les non-opportunités laborales aussi ici, pour les femmes noires, surtout les femmes haïtiennes dans lesquelles les conditions se trouvent, et les mêmes femmes afro-chiliennes. Ici, les opportunités sont très restreintes, comme on pourrait dire. Et les femmes ici au Chili réclament aussi la reconnaissance et la non-appropriation de leur culture. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se croient rasta, qui se croient noires. Au contraire, ils pratiquent les danses, ils pratiquent les choses qu'on fasse ici, mais la communauté est en train de se battre contre ces choses-là. Super, donc tu parles d'une appropriation culturelle qu'il y a, mais tu parles aussi de moins d'opportunités pour les personnes noires et du fait que toutes les personnes noires en fait sont considérées comme des Haïtiens. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il manque une connaissance en fait justement de la culture, du fait qu'il existe les Noirs, c'est pas juste en Haïti, qu'il y a aussi des Noirs dans d'autres... C'est une manque de connaissance, oui, car dans les histoires, ici au Chili, au collège, on n'enseigne pas ces choses-là. Ils sont maintenant à la découverte de leurs identités, parce que l'histoire chilienne raconte cette partie de la présence des Noirs ici au Chili. Et cela fait que les Afro-Chiliennes se considèrent discriminées et limitées dans la société chilienne et de la Constitution aussi. Wow. D'accord. Et là, je vais peut-être ramener la discussion donc, vers la femme. Toi et moi, on a eu une discussion avant cette entrevue aujourd'hui et on parlait justement de la condition des femmes. Est-ce que tu pourrais décrire un peu les conditions des femmes afro-chiliennes en ce moment? La condition des femmes afro-chiliennes maintenant, nous n'avons pas trop d'informations. Les informations que j'ai, c'est seulement les cas qui arrivent dans notre collectif, car ces informations-là ne sont pas trop médiatisées. Ces informations ne sont pas trop médiatisées parce que ce ne sont pas des thèmes d'intérêt de la presse et non plus du pays ou de la communauté chilienne. Parce que pour le Chilien, le racisme n'existe pas. Il ne se considère pas raciste, mais il discute tout le temps sur des choses-là. Et les amis que j'ai se sentent discriminés parce qu'elles étudient, elles ont fait un tas de choses, elles participent dans des cercles de discussion féministes et elles se sentent presque tout le temps avec des répressions. Elles se sentent aussi limitées parce que l'idée des personnes blanches qu'on appelle ici les élites se considèrent beaucoup plus au lieu de leurs idées, surtout dans les lieux de participation, surtout dans des réunions de planification pour ce mouvement-là. En fait, si je comprends bien, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout écoutés sur la place publique. C'est que leurs idées sont complètement ignorées. C'est le cas? Oui, c'est presque ça. C'est presque ça. C'est pour cela maintenant qu'ici au Chili, on célèbre le jour de la femme afro-diasporique, de la femme noire aussi le 25 juillet. Le 25 juillet? Est-ce que tu considères qu'il y a une liberté en fait d'expression? Est-ce que tu penses que si on veut, la femme est libre justement de protester ces conditions dans la région que toi tu te retrouves? Je peux dire que oui, il y a une liberté d'expression, car il y a pas mal de marches qui sont organisées presque toutes les années.
durant les temps que j'ai ici. Mais oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On parlait de la liberté d'expression. Oui, on parlait de la liberté d'expression. Oui, je pense qu'il y a de la liberté d'expression, mais ici dans les protestations, il y a presque tout le temps la répression policière, la répression avec des gaz lacrymogènes, avec de l'eau contaminée, je ne sais pas quelle eau est, mais on peut dire que oui, il y a la liberté d'expression, mais c'est aussi un lieu que les personnes gagnent. Ce n'est pas un cadeau parce que ces femmes-là luttent pour cette liberté-là qu'elles aient aujourd'hui. Pardon, merci beaucoup. J'avais réalisé que mon micro était coupé. Toi, tu as vécu beaucoup, tu vis au Chili en ce moment, mais tu es une Afro-Haïtienne et tu as vécu au Brésil. Si tu devrais faire, si on veut, un overview et de voir un petit peu la situation du racisme systémique pour les Noirs dans ces pays-là que tu as été, comment est-ce que tu décrirais ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a des points communs? Oui, je pense qu'il y a des points communs. Je pense qu'il y a des points communs. Le racisme systémique, je peux dire que cette chose-là est mondiale. Parce que là, au Brésil aussi, il y a pas mal d'Afro-Brésiliens qui vivent dans les zones périphériques, qui se trouvent dans des conditions déplorables et inappropriées, mais l'État ne s'en charge pas de ces choses-là parce que ça ne les intéresse pas. Et la majorité des bandits dans les bandes aussi, ils sont presque tous des Afro-Brésiliens et quand une chose mal passe, ils disent que ce sont les Afro-Brésiliens. Et quand une femme brésilienne cherche sortir dans la favela ou dans les zones périphériques là, avec l'éducation, avec leur militance, pour visibiliser cette vulnérabilité qui est dans leur zone, ils pensent même tuer ces femmes-là. C'est le cas d'une femme brésilienne au Rio de Janeiro qu'on a tuée. Elle était députée. Elle a grandi dans des zones périphériques, mais elle était une afro-brésilienne, une lesbienne aussi. Mais on l'a tuée. C'est incroyable. Il y a un concept dont je vais parler, vu qu'on se tourne aussi sur le féminisme, justement, et surtout au Chili. Est-ce que tu considères qu'il y a un certain contrôle des droits de la femme, si on veut, un contrôle du corps de la femme, de son besoin de s'exprimer, de la femme noire, justement? Est-ce qu'elle est beaucoup plus opprimée? Je pense que oui, les femmes noires sont beaucoup plus réprimées. C'est ce que tu m'as dit? Réprimées ou exprimées? Opprimée. Opprimées. Ah oui, elles sont très opprimées. Je vais prendre le cas du racisme systémique ou institutionnel. Je pense qu'ici, on ne respecte pas le corps de la femme noire, car il y a pas mal de femmes qui souffrent de violences gynéco-obstétriques ici. Je connais aussi des personnes qu'on a appliqué des méthodes anticonceptives sans leur consentement. J'ai connu aussi des personnes qu'on a fait des expériences cliniques avec elles sans leur consentement et c'est une violence quand elles essaient de dénoncer, de dire que c'est non, quand elles vont dans les institutions d'État qui pourraient les aider, on ne veut pas les aider et c'est terrible parce que ces personnes-là restent finalement dans leur peau, dans leur commodité ou dans leur incommodité, elles se restent tristes. C'est pour cela que dans Negradas, nous cherchons presque toujours à donner des contentions, des soutiens émotionnels avec ces femmes-là. Et quand on parle aussi de la migration ici au Chili, on voit presque tout le temps, surtout dans la presse, que la photo de couverture
est la photo d'une Haïtienne ou d'un Haïtien, parce que la migration est strictement représentée par les Haïtiens et la manque d'opportunité de la population migrante, surtout des Noirs, est très critique ici. Wow. Donc, tu parlais de l'exploitation des corps de la femme. Est-ce que c'est une pratique légale? C'est pas une pratique légale, non, mais ils le fassent quand même. Et c'est pas une chose que l'État interdit ou te défend quand tu vas dans les institutions qui pourraient t'aider. C'est pas une pratique légale, mais on le fait quand même. Donc, il n'y a pas assez d'organisations ni de soutien pour ces femmes-là qui sont exploitées? Il y a d'organisations, oui, mais les organisations n'ont pas assez de pouvoir, je pourrais dire. N'ont pas assez de pouvoir. Ils n'ont pas assez de force pour défendre ces personnes-là et faire respecter leurs droits. Wow. D'accord. Tu parlais de la représentation des migrants, surtout haïtiens. Et toi, en ce moment, ta thèse est bientôt finie, mais tu fais justement une thèse sur l'itinérance. Et je pense que tu te concentres sur les femmes immigrantes d'ailleurs, au Chili, sur ta thèse. Je suis en train de me concentrer sur les femmes immigrantes ici au Chili, mais largement, je parle presque des personnes qui n'ont pas d'opportunité, la manque d'opportunité de la population migrante ici au Chili, surtout les Noirs. Parce que si on peut dire que, je vais prendre un exemple très clair, s'il arrive ici au Chili un Vénézuélien, si ce Vénézuélien-là dit que moi, je fais un doctorat, c'est pas, on le considère comme une personne qui dit la vérité, mais même si un Haïtien arrive avec son diplôme, on le considère comme une personne qui ne sait pas lire. Pourquoi? C'est seulement parce qu'il ne parle pas l'espagnol et aussi parce que cette personne-là est issue d'un pays pauvre. Wow. C'est vraiment incroyable. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de diplôme. Donc, ça veut dire que tous les immigrants qui arrivent, la plupart, j'imagine, occupent des emplois qui sont moins payés, sont exploités ou doivent retourner à l'école. Oui, on doit retourner à l'école pour les emplois moins exploités. Et même si on retourne à l'école, dans la majorité des cas, les immigrants gagnent moins que les Chiliens. Ou ça dépend de quel immigrant es-tu. Il se passe que tu es immigrant haïtien et tu es immigrant vénézuélien ou colombien. On paie mieux le vénézuélien ou le colombien qu'un haïtien. Wow. Donc, je rentre encore dans l'immigration, puis la revendication des droits des immigrants. On avait parlé du fait qu'il existe quand même des gens qui protestent, si on veut, de ces gens-là, pardon. Comment? OK. Désolée, je regardais, il y a une question, je vais regarder ça sur les chats. Donc, il existe des gens qui protestent sur ces enjeux-là, mais on ne les voit pas souvent, on ne les voit pas à la télé, on n'entend pas parler d'eux. Donc, selon toi, pourquoi est-ce qu'il manque une certaine connaissance de ce sujet? Il manque une certaine connaissance de ce sujet parce que ce n'est pas un thème d'intérêt ici au Chili. Ici au Chili, on n'accepte pas qu'on systématise les points critiques. Parce que dans la télé, on montre presque toujours que le Chili est un pays, oui, en voie de développement ou même développé. C'est le meilleur pays du Sud-Amérique. On dit un tas de choses, mais quand on vit la réalité ici au Chili, ce n'est pas la même chose. La réalité est totalement différente aux choses qu'on dit dans les médias. D'accord. Donc, mais est-ce qu'il y a aussi une certaine limitation? Est-ce que les médias permettent de laisser passer ces informations-là quand elles sont là? Les médias ne permettent pas, non? Par exemple, on m'a fait une entrevue il y a 4 ans de cela, en 2016, on m'a fait une entrevue et la clé, une parole clé que j'ai reçu un tas de menaces parce que j'ai dit que le Chili n'était pas encore prêt pour recevoir cette vague d'immigrants qu'il y a maintenant parce que le peuple chilien se sent hystérique. Il refuse la présence des Noirs. Il refuse premièrement la présence des immigrants et pire, la présence des Noirs parce que les délinquants sont strictement les Noirs. Les personnes qui veulent faire les travaux que les Chiliens ne voulaient pas faire,
ce sont les Noirs et ils gagnent très peu. C'est pour cela qu'ils se sentent menacés. Ils disent que l'économie de leur pays va être en décadence. C'est tout cela qu'on pourrait dire contre la présence des Afro ici au Chili. D'accord. Donc, il y a une possibilité de s'exprimer, en fait, parce que tu peux te faire menacer par ce que tu dis. J'ai des questions, en fait, sur le chat. Alors, il y a Marisa qui demande, est-ce que les femmes noires trouvent des espaces assez facilement pour parler de leurs problèmes ou est-ce qu'elles sont limitées? Elles sont totalement limitées. Les femmes noires, ce qui se passe, les femmes noires ici créent leurs espaces. Il y a l'appropriation d'espace qui se fait presque toujours. Les femmes noires ici créent leurs espaces au lieu de trouver un espace pour parler des choses qui les embêtent, je peux dire. Elles créent leurs espaces. Elles n'ont pas un espace. Mais est-ce que ces espaces-là sont détruits? Lorsqu'elles sont découvertes, est-ce qu'elles sont détruites ou est-ce qu'elles sont permises? Elles ne sont pas permises, non. Elles ne sont pas permises presque tout le temps. Mais oui, on peut avoir des sectes, mais majoritairement, ce sont des espaces mixtes. Ce sont des espaces qu'on peut dire, on nous prête une bibliothèque ou on nous prête un espace dans une mairie, je sais pas. Et, cette semaine, les femmes ont choisi de se réunir pour pouvoir discuter, pour parler des choses et pour prendre des décisions pour améliorer leur situation. Wow, d'accord. Mais dans les collectifs, nous sommes un groupe de femmes qui sont considérées féministes et antiracistes contre-hégémoniques, qui cherchent à donner des soutiens émotionnels aux femmes victimes de violences intrafamiliales, victimes du système raciste et machiste aussi. Nous sommes en train de créer nos propres documents d'investigation et d'information, comme j'étais en train de dire, et parce que ces informations-là ne sont pas trop systématisées, et surtout dans le cas des Haïtiens. Et c'est pour cela que je ne peux pas vous donner un numéro exact de ces organisations-là, de ces femmes-là qui cherchent à s'organiser pour avoir une amélioration dans leur situation. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question aussi dans le chat de Zarnash qui demande, est-ce que tu as des recommandations de livres que les gens peuvent lire pour en savoir plus sur le combat des féministes noirs au Chili, Brésil, etc. J'ai des recommandations de livres, oui. J'ai des recommandations de livres. Nous avions lu ensemble. Nous sommes en train de lire ensemble aussi maintenant. J'ai cherché le titre. Nous sommes en train de lire aussi pas mal de documents. Nous sommes en train de créer aussi des documents. La lutte contre le racisme et l'antiracisme, écrit par, comment s'appelle cette femme-là? Écrit par Marca. Mais ce ne sont pas des livres en français. C'est pour cela que je ne pourrais pas donner des informations directes et exactes. Ce sont des livres en espagnol qui n'ont pas de traduction. Mais ce qu'on peut faire, parce que je sais que c'est vrai, toi au Chili, tu parles beaucoup plus l'espagnol en fait que les français. Mais ce qu'on pourrait faire, si tu veux, tu peux faire une liste de ces livres-là et on pourrait l'envoyer au pire à la communauté espagnole pour ceux qui lisent l'espagnol. Ce serait aussi l'occasion parfaite d'apprendre l'espagnol de toute façon. Et on pourrait tous essayer. Si tu veux créer une liste après, je pourrais l'envoyer aux personnes qui sont intéressées. Oui, je pourrais envoyer maintenant. Okay. Alors, toi, Michel, tu fais partie de la communauté afro-diasporique Negradas. Est-ce que tu veux nous parler de cette communauté davantage et ce que vous faites au Chili? Et comment est-ce que vous êtes impliqué dans
dans le concept du féminisme noir? Nous sommes une collective, comment est-ce que je peux dire, oui, afro-diasporique, antiraciste et contre-hégémonique. Nous sommes contre aussi les personnes les personnes du surpoids, bon, c'est tout contre la discrimination corporelle des autres. Nous sommes composés par des femmes qui sont considérées féministes, antiracistes et contre-hégémoniques, qui cherchent à donner des soutiens émotionnels aux femmes qui sont victimes des violences intrafamiliales, du système aussi. Nous sommes contre les personnes qui sont exploitées, surtout les femmes qui travaillent dans les zones rurales ici au Chili. Nous donnons des soutiens, nous parlons presque tout le temps dans les cas des personnes qui sont victimes aussi, parce qu'ici au Chili, on est en train de stigmatiser l'enfance et la manière que les Haïtiens ou les personnes noires grandissent leurs enfants et dans la manière aussi d'éduquer leurs enfants. Ils disent presque tout le temps que les personnes noires sont des personnes qui donnent des éducations les plus sauvages, et ces personnes-là sont victimes de la part du système, parce qu'il y a une fondation qui a les enfants qui s'appelle Sename, qui est là où on considère c'est un lieu de protection des enfants. Quand les enfants souffrent de violences intrafamiliales aussi, on dit que les enfants, ce lieu-là est un espace apte pour ces enfants-là. Mais je pense que c'est faux, parce que ces enfants sortent majoritairement des enfants les plus comme des dangers pour la communauté. Et ils sont entre eux des dangers aussi, parce qu'ils se tuent entre eux, ils se violent entre eux, parce qu'il n'y a pas une personne. Ils n'ont pas un horaire pour étudier, pour rien faire. Ils se trouvent là-dedans comme des prisonniers. Tu vois, ils se trouvent là-dedans comme des prisonniers. Et nous les membres de Negradas, nous luttons aussi contre ce système-là, parce que nous trouvons que ceci n'est pas un espace approprié pour les enfants. Je pense que l'éducation des enfants devrait être libre, et les personnes devraient être libres pour éduquer leurs enfants à leur manière. Quand ils vivent avec leurs enfants, ils doivent choisir ce qu'ils veulent sans les maltraiter. Et c'est intéressant que tu mentionnes ça. Je pense qu'il y a aussi l'équivalent ici à Montréal, puis un peu partout dans le monde. Mais ça veut dire qu'il y a on ne reconnaît pas du tout la culture dans laquelle l'enfant a grandi, on ne reconnaît pas les différences dans l'éducation. On considère, une fois que tu es noir, que tu proviens d'une famille qui t'éduque mal, et on t'amène dans cet endroit. Oui, c'est la même chose qui passe ici au Chili aussi. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans ce système? Il y a beaucoup d'enfants. Je ne peux pas donner un chiffre exact, comme je suis en train de te dire, parce que la dernière fois que j'avais des informations comme c'est exact, qu'il y avait un recensement ici, était en 2007. Maintenant, ce ne sont pas des numéros actualisés. C'est pour cela que je ne suis pas venue avec les chiffres. D'accord. Mais merci beaucoup. Toi, tu as un enfant avec toi en ce moment au Chili. Est-ce qu'elle a commencé l'école? Oui, elle a commencé avec le kinder. Elle n'a pas encore commencé avec le collège. Elle a commencé avec le kinder. Je pense qu'elle apprend, mais on peut voir cette différence culturelle, parce que chez moi, je cuisine d'une manière et à l'école, on cuisine d'une autre manière. C'est pour cela que parfois, même dans les nourritures, elle dit « Non, maman, ma professeure a dit que non, cette chose-là ne va pas ici, cette chose-là ne va pas ici, je ne vais pas manger cela. » Mais je pense que l'éducation antiraciste en dedans des écoles pourrait aider mieux.
Donc, mais est-ce que avec ta fille, est-ce que tu remarques, je ne sais pas comment se passe son éducation, est-ce que tu remarques qu'elle est plus exclue, comme actuellement dans le système d'éducation? Est-ce qu'elle réussit à s'intégrer facilement? Je pense que elle est jusqu'à maintenant petite. Je ne veux pas la questionner sur beaucoup de choses parce qu'elle ne sait pas bien parler. Et elle était très petite quand elle a commencé à étudier ou bien à aller à l'école, à la garderie. Elle est très petite. Mais moi, quand je viens dans les réunions des parents ou quand je parle avec les professeurs, je ne sens pas tellement l'exclusion de la part de ma fille, mais oui, j'ai pu remarquer l'exclusion des enfants étrangers là. Parce que ça dépend de quels parents es-tu, est-ce que tu parles oui ou non l'espagnol, où est-ce que tu vis, avec combien de personnes tu vis pour pouvoir exclure votre enfant. S'il voit que tu es une personne qui ne parle pas trop bien, s'il voit que tu es une personne qui vit avec d'autres personnes qui ne sont pas partie de votre famille, sinon que des personnes des cohabitants de la maison là où tu vis, si tu ne travailles pas, il y a, il y a, il y a un tas de limites. Wow, d'accord. Je vais avant de continuer prendre une question aussi dans le chat. Alors, on demande, vous avez dit que les féministes noirs n'avaient pas d'espace pour parler du féminisme noir. Sont-elles capables d'organiser des manifestations en Chili? Si oui, est-ce que de nombreuses personnes de la communauté se présentent? Oui, elles sont capables de réaliser des manifestations ici au Chili, mais ce n'est pas toutes les femmes noires. Toutes les femmes noires ne peuvent pas se présenter. D'ailleurs, toutes les femmes noires ici ne se considèrent pas féministes et il y a un tas de choses qui ne les intéressent pas. La réclamation des droits, la lutte contre les violences intrafamiliales ne les intéresse pas, mais cela n'empêche qu'elles sont des victimes de ces choses-là. C'est intéressant que tu parles du fait que ces femmes ne se considèrent pas féministes. Selon toi, est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une connotation négative qui vient avec le terme féministe? Est-ce que ces femmes savent ce que c'est que le féminisme? Ou est-ce qu'elles ont une définition un peu différente? Pardon, je n'ai pas encore questionné sur ces choses-là. Je n'ai pas encore questionné, mais je pense que oui, c'est parce qu'il y a une connotation négative sur le mot féministe et elles pensent que si elles s'incluent dans le mouvement, elles peuvent être mal pensées ou jugées par la même société, car on considère qu'une femme féministe est une rebelle parce qu'elle est contre un tas de choses, contre le système, contre la Bible aussi pour les croyants. Et on juge très dur les femmes féministes, surtout les femmes qui sont engagées dans ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a des personnalités féministes quand même, si on veut, des personnalités féministes noires au Chili? Oui, on a des personnalités de féministes noires au Chili. Oui. Par exemple, il y avait la présidente de la première collective que j'étais portée. Elle est très active. Elle s'appelle Juliette Micolta. Elle est très active dans ce mouvement-là. Nous avons aussi Caroline Amaral. C'est super. Et vous m'avez à moi? Oui, j'allais justement dire, mais après toi, mais vu que tu avais commencé à répondre, je ne voulais pas rentrer dans la conversation. Alors, je t'ai laissé continuer. Je ramène la conversation beaucoup plus dans l'éducation. On parlait de l'importance de l'éducation, en fait, justement, pas seulement pour le racisme systémique, mais aussi pour les féministes. Tu dis qu'il manque complètement l'histoire même de la présence des personnes noires au Chili. C'est qu'elle n'est pas éduquée. Non, il n'est pas éduqué. C'est une chose qu'on doit mettre sur la table parce que on devrait parler de cela. On devrait parler de cela, mais c'est pas pourquoi ceci n'est pas un thème d'intérêt pour les éducateurs ici au Chili et non pas
pour les gens qui fassent des lois aussi pour la Constitution. Je sais pas pourquoi qu'ils ne parlent presque jamais de cela. Et si on demande à un Chilien au hasard aujourd'hui s'il y a une race noire dans la communauté chilienne, ils vont dire que non, non, non. Ici au Chili, nous ne sommes que des Blancs, nous ne sommes que des Espagnols et le peuple originaire de Chili qui sont les Mapuches. Les Mapuches? Oui, on les appelle Mapuches, les peuples originaires d'ici au Chili. Mapuche. Okay. Mapuche. Qui est dans la langue de le Mapudungun, qui traduit gens de la terre. Ah, d'accord. Ça, c'est dans quelle langue? C'est en espagnol? C'est en Mapuzungun. Non, c'est en Mapuzungun. Je ne connais pas Mapuzungun. D'accord. C'est un terme que je vais essayer d'apprendre. Alors, bon, on a parlé de la communauté Negradas dont tu fais partie et vous faites beaucoup de choses. Vous œuvrez notamment dans le soutien pour les femmes qui sont victimes de violences et tout. Donc, à part cette communauté-là, selon toi, c'est quoi les actions qui devraient être posées au Chili pour, si on veut revendiquer les droits des femmes afro-chiliennes? Je pense qu'en dehors de cette communauté, les actions concrètes qu'on pourrait poser pour aider ces femmes serait créer des marges d'indépendance économique formelle, avoir des bourses d'études aussi pour celles qui sont intéressées de continuer avec leurs études professionnelles ou techniques supérieures ou terminer leurs études classiques, de continuer aussi de donner des cours ou des ateliers d'éducation antiraciste aux institutions, au collège, afin de réduire jusqu'à arrêter avec le racisme ici dans ce pays que nous avions choisi comme notre deuxième patrie. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui restent quand même au Chili parce que vu la condition justement des personnes noires, des femmes noires surtout, est-ce que les gens cherchent plutôt à se trouver une autre destination où ils auront beaucoup plus d'opportunités? Parce que les opportunités pour les personnes noires sont limitées en Chili. Oui, l'opportunité pour les personnes noires ici au Chili sont limitées parce que, premièrement, comme j'étais en train de te dire, les personnes noires ici n'ont pas beaucoup de portes à sortir. Elles n'ont pas beaucoup de portes à sortir. Elles se situent fortement dans les commerces, dans le commerce ambulatoire ou des activités économiques autogestionnées. Elles sont susceptibles, au contraire, de tomber dans les mains des mafias. Parce qu'il y a un tas de personnes qui offrent des emplois, mais ce sont des emplois qui n'ont jamais été existés. On te dit, je vais t'emmener dans une zone rurale, je vais te payer parce que tu dois travailler dans la cultivation de citron ou de pommes, c'est pas. On t'amène, on te fait travailler, on ne te paie pas. Et les personnes noires ont peur de tomber dans la main de ces personnes-là. Elles travaillent aussi dans les récoltes. Elles sont majoritairement bafouées, sans un contrat formel. Elles sont très exploitées. La nouvelle économie, c'est la nouvelle colonie du capitalisme. On emploie maintenant avec eux. Et la désinformation aussi des lois laborales qu'on est ici. Parce que personne ne te dit quelles sont les lois, quelles sont les choses que tu devrais faire, quelles sont les choses que non, tu ne dois pas faire. Et dans ces choses-là, les personnes ont un faim de travailler. Ils ont faim de travail. Ils travaillent comme on dit que c'est un travail, qu'ils vont recevoir une rémunération, ils travaillent. Mais c'est pas parce qu'ils savent que c'est un emploi exact, que c'est une chose formelle qu'ils vont faire. Mais majoritairement, ce sont des personnes qu'on fait travailler, que le patron les donne un plat de manger ou on les facilite un lieu, un coin pour dormir. Et on les dit finalement que je t'ai donné à manger, je t'ai donné là où dormir, je ne te dois pas. Wow. C'est vraiment incroyable.
Est-ce qu'au Chili, est-ce que le concept de l'itinérance est quelque chose qui existe au Chili? Est-ce qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans la rue complètement? Oui, il y a des femmes qui se trouvent dans la rue, pas mal de femmes qui se trouvent dans la rue. Il y a des personnes aussi qui sont délogées parce qu'ils ne peuvent pas financer leur loyer. Il y a des femmes aussi qui sont abandonnées de leur propre mari, de leur propre ex-mari ou père de leurs enfants, euh, qui cherchent où dormir. Majoritairement, ils sont dans les rues ou dans les lieux où on reçoit les personnes pour cela, mais elles ne peuvent pas rester pour tout le temps. C'est un espace passager là où elles doivent chercher d'une manière ou d'une autre un refuge définitif. D'accord. Donc, on a parlé du fait que les femmes afro-chiliennes, la plupart du temps, tu m'as dit que c'était des femmes qui sont monoparentales, donc qui sont toutes seules avec leurs enfants. Non, elles ne sont pas. Non, c'est pas strictement ça, non. C'est pas strictement ça, mais la majorité d'entre elles sont des personnes monoparentales. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de l'aide qui est donnée aux femmes qui sont monoparentales, qui s'occupent de leurs enfants tout seuls? Il y a de l'aide. Il y a de l'aide qui sont données pour les femmes qui grandissent leurs enfants seuls. Par exemple, dans les mairies, on dispose des fonds, mais ce sont des fonds avec beaucoup de limites aussi. Type, si tu es étrangère, tu n'as pas le numéro d'identification nationale. Si tu es étrangère, tu n'as pas un registre de vulnérabilité socio-économique. Les travailleurs sociaux viennent dans ta maison pour faire cette évaluation. Si tu n'as pas ce papier-là, tu ne peux pas accéder aux aides disposées pour ces personnes-là. Même si tu étudies, même si tu grandis une enfant seule, même si ton enfant étudie, tu ne travailles pas, ça, ce n'est pas leur problème. D'accord. Et pour les femmes qui sont justement victimes de violences, est-ce qu'il y a des espaces est-ce qu'il y a des espaces dans l'État pour la police? Si une femme est victime de violence, est-ce qu'elle a de l'aide si elle veut l'obtenir? Il y a de l'aide, mais c'est seulement dans les tribunaux familiales. Dans un tribunal familial, tu peux aller, on fait les suivis. Mais si tu es chez toi, tu dénonces, tu appelles au secours parce que tu souffres des violences. Pas mal de fois, ils arrivent après 1 heure, ils arrivent après un tas de temps. C'est une chose que si on allait te tuer, ils vont rencontrer le cadavre quand ils viennent chez toi parce que moi, j'ai appelé la police une fois. Ils sont arrivés 2 heures de cela et 2 heures après, moi, j'avais déjà laissé ce lieu. Et ils lui disent, Madame, tu as appelé, qu'est-ce que tu as parce que tu as dit que tu avais un problème, blablabla. J'ai dit, non, je ne suis plus dans le lieu, merci beaucoup pour votre aide. Et ils s'en vont. Personne fait des suivis, personne ne m'appelle plus pour savoir comment est-ce que ça continue. Personne me dit, bah, Michel, tu as appelé une fois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens mieux maintenant? En quoi est-ce que nous pouvons t'aider? Mais pour les espaces, justement, dans les tribunaux, ça prend de l'argent quand même Ça prend l'argent. pour aller au tribunal. Donc, ça veut dire que la femme qui est déjà exploitée, qui est moins payée, n'a pas du tout accès à ces services-là. Non, ça prend l'argent. Ou, laisse-moi te dire, ça prend l'argent parce que toi, tu vas choisir un avocat particulier. Parce que généralement, les avocats qui prêtent les tribunaux ne sont pas dans l'avantage du victime ou de la victime. Ne sont pas dans l'avantage de la victime parce que ils vont gagner leur fonds. Oui, que tu gagnes, que tu perds, que tu sois gagnant ou que tu sois perdant, ils vont recevoir leur rémunération
au final, c'est toi l'unique victime de ces choses-là. Merci beaucoup, Michel. Je vais demander aux gens qui sont ici s'il y a des gens qui ont des questions. Si vous avez des questions, vous pourriez les poser maintenant. Sinon, Michel, est-ce qu'il y a un enjeu que tu voudrais aborder que j'ai complètement omis de te demander? Non, pas tellement, non. Alors, les effets les plus graves, je vais parler aussi sur les effets les plus graves pour les femmes noires. Les effets les plus graves, je peux dire que ce sont les limites qui existent. Ce sont les limites qui existent de la part du système parce que, premièrement, on questionne notre manière de grandir les enfants, on questionne notre manière de parler, on questionne notre manière de nous habiller parce que on nous questionne presque tout le temps pourquoi est-ce que nous utilisons des bandeaux, pourquoi est-ce que nous utilisons des sandales au lieu des tennis, nous questionnons pourquoi est-ce que l'éducation de notre enfant est faite comme ça et pourquoi pas cette manière. On veut nous dicter, on veut nous dicter la façon dont nous devons grandir nos enfants. Et je pense que ça a un impact psychologique sur les femmes-là parce qu'elles ont peur, elles vivent comme des fausses personnes au lieu d'être des personnes naturelles et libres. Tu vois? Est-ce que ça pourrait aussi expliquer? Ah, pardon, continue. Et il n'existe presque aucune institution qui aide, qui donne des soutiens psychologiques à ces femmes-là. D'accord. Est-ce que tu parlais tantôt de la femme qui ne peut pas être naturelle si on veut. Est-ce que ça pourrait aussi expliquer pourquoi plusieurs d'entre elles vont refuser de revendiquer, si on veut, leurs droits, même si elles sont exploitées, parce qu'elles ont peur de ce qui va leur arriver après? Comment? Oui, tu parlais du fait que les femmes n'ont pas la capacité d'être elles-mêmes, si on veut, au Chili. Est-ce que ça explique aussi le fait que certaines d'entre elles ne revendiquent pas leurs droits à cause des représailles? Oui. Ça a à voir. Ça a à voir parce que certaines d'entre elles ne revendiquent pas leurs droits à cause des représailles. Parce que si tu dis que non, je vais être comme ça, je ne vais pas être comme ça, ils vont dire que non, madame, tu es ici au Chili actuellement, tu dois être de la manière dont nous te parlons. Sinon, désolé. Ouais, tu dois vraiment agir selon les normes de la société chilienne. Donc, il n'y a pas en fait d'espace d'expression culturelle. Je vais te dire une fois encore, il y a des espaces d'expression culturelle. Il y en a, mais ce n'est pas trop libre. Ce n'est pas des choses aussi qui sont visibilisées. Ce sont des choses presque clandestines parce qu'on doit brosser, on doit nettoyer la majorité des choses qu'on voulait dire pour pouvoir être suave avec les personnes là. Sinon, on reçoit des menaces, on reçoit des discours homophobiques, tant sur les réseaux sociaux que dans la vie courante, quand les personnes des zones périphériques et les migrants, parce qu'ils ne veulent pas faire les travaux que les migrants sont en train de faire, mais non plus, ils ne veulent que les migrants les fassent, parce qu'ils disent que les migrants là sont en train de quitter leurs opportunités, que s'ils sont dans la drogue, c'est à cause des immigrants, parce qu'ils pourraient travailler ici, ils pourraient travailler là-bas. Prenons par exemple dans le travail des nettoyages, auxiliaires de nettoyage, presque aucun Chilien veut faire ce travail-là. Mais un immigrant est obligé de le faire parce que oui, c'est son obligation de financer ses études, de financer là où cette personne-là dort, de payer le métro et de fonctionner dans leur vie quotidienne. Mais pour le Chilien qui vit dans les zones périphériques, c'est une chose totalement mal parce que les immigrants sont responsables de la dépravation de l'économie de leur pays. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question beaucoup plus personnelle, Michel.
Est-ce que toi, tu as toujours été féministe? Est-ce que tu t'es toujours définie comme féministe? Je pense que oui, j'ai toujours été féministe. Je ne suis pas devenue féministe. Parce que moi, depuis toute petite, j'ai été contre les abus des hommes sur les femmes. Moi, rappelle-toi que je suis issue d'un pays machiste, totalement machiste. En Haïti, la femme n'a pas de droit, parce que la femme, quand ils utilisent presque toujours la Bible pour dire que la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Moi, j'ai grandi presque à l'église, mais j'ai dit que non, c'est pas une chose qu'on doit accepter. Parce que si la Bible a dit ça, c'est parce que vous vous endoctrinez des choses que vous choisissez que seraient bonnes pour vous. Et c'est votre doctrine. Mais moi, j'ai été toujours contre les personnes là, les hommes qui battent leurs femmes, les hommes qui font presque tout le temps. Tu me parles à moi? Désolée, c'est à Lucien. Mais oui, donc tu parlais des violences conjugales? Oui, des violences conjugales, des violences aussi machistes, parce que moi, dans ma famille, j'avais 2 frères. Malheureusement, l'un d'entre eux est mort, a perdu la vue. Oui, Ah, mais désolée. oui, oui. Mais on m'a toujours dit, non, est-ce que tu vas pas faire cela parce que tu es une fille, tu dois obéir aux hommes, tu dois faire cela parce que tu dois laver les assiettes, tu vas nettoyer la maison, tu vas aller au marché, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça parce que oui, parce que tu es homme. C'est Toven qui demande est-ce qu'il y a une organisation internationale qui vise à soutenir mutuellement Voluge? Non, non, nous n'avons pas une organisation internationale qui soutient notre lutte. D'accord. Pas jusqu'à maintenant pour nous. Nous demandons des aides, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de réponse. Surtout dans l'époque pandémique, toutes les choses sont strictement limitées et nous devons attendre les réponses. Oui, j'étais en train de te parler de ma de ma manière d'être féministe depuis. C'est ton féminisme, oui. Et aussi, j'ai toujours dit que si je suis dans une salle de classe, c'est pas une obligation qu'un homme soit le premier. Je peux aussi être la première, la personne qui est la meilleure note de la salle. Parce qu'on dit presque toujours que les hommes sont bons dans les maths, dans les blablabla. Mais moi, j'ai dit qu'une femme aussi peut être bonne dans les maths, dans toutes les autres matières. Et j'étais presque toujours une compétition pour mes co-compagnons, parce qu'ils disent, non, Michel, tu es très intelligent, tu n'es presque jamais satisfait de tes notes. Non, c'est parce que c'était toujours un défi pour moi. C'était toujours un défi pour moi. Et chez moi aussi, j'ai rompu un tas d'ordres de ma maman, de ma grande sœur, cette personne-là qui m'a grandi. Et jusqu'à maintenant, je peux dire que je suis l'unique femme qui a cette vision, qui a cette manière de vivre, cette pensée dans ma famille. Mais écoute, c'est excellent. Continue de penser comme ça, continue de penser changement. On a besoin de femmes qui vont se lever pour dire, écoute, c'est pas juste les hommes qui peuvent être d'une certaine façon, les femmes aussi peuvent faire ce qu'elles veulent. Puis elles peuvent être des leaders complètement. Elles peuvent aussi être bonnes à maths. La plupart des personnes que je connais qui sont bonnes à maths sont des femmes, mais ça, c'est complètement une autre histoire. Mais alors, Lucien qui pose la question, Lucien, Michel, en ce moment, est au Chili. Oui, donc, Michel, j'allais te poser une question. Super. J'allais te poser une question, en fait, sur les effets de la pandémie. Est-ce que tu as remarqué les effets de la pandémie sur la femme noire? Est-ce que tu trouves que la condition de la femme a détérioré durant la pandémie ou est-ce que c'est resté pareil? Comment est-ce que le COVID a modifié a affecté? Oh, c'est terrible. Non, Lucien, je suis au Chili, oui. J'ai laissé le Brésil depuis 2015.
La condition des femmes noires ici, Roland, se détériore durant la pandémie, car la vie quotidienne des femmes noires ici au Chili, presque la majorité, la grande majorité des femmes noires ici au Chili, la vie quotidienne d'elles était la commerce ambulante ou des activités économiques autogestionnées. Elles achetaient des choses dans un grand marché ou elles allaient dans les zones rurales pour travailler et après venir. C'était ces activités-là qu'elles faisaient. Mais à cause de la pandémie, de la quarantaine, tout le monde doit rester chez soi. Elles se trouvaient dans une vulnérabilité socio-économique banale. Moi, j'ai apporté une toute petite aide durant la pandémie parce que j'ai demandé à une organisation de m'aider, de me financer, surtout pour les femmes qui ont des enfants en moins de 6 ans, parce que ces enfants-là doivent continuer à boire du lait, ils doivent continuer à utiliser les couchettes desséchables. Et moi, j'ai demandé, on me finançait pour 60 femmes, 3 mois chacune de couchettes et de lait pour ces enfants-là. Mais je continue à voir, la vulnérabilisation de ces femmes-là parce que je travaille dans le service jésuite des migrants ici au Chili. Et quand je fais des visites domiciliaires chez les personnes-là, on peut voir la vulnérabilité économique. C'est total parce qu'il y a 3, 4 personnes, 5 personnes qui vivent dans la même maison, dans des zones aussi périphériques. On voit que les personnes-là peuvent seulement manger et il y a un tas de commodités qu'ils ne peuvent pas se donner parce qu'il y a un tas de limites. Le pire, c'est que l'État a disposé un fonds pour aider les personnes-là durant ce moment, mais la barrière, les limites qu'il y en a, ces personnes-là ne peuvent pas accéder au fonds parce qu'on les demande presque tout le temps le numéro d'identification ici. C'est la régularisation migratoire ici au Chili, c'est extrêmement difficile. On peut avoir 5 ans ici au Chili, on ne peut pas se régulariser parce que pour avoir ton numéro d'identification nationale, tu dois avoir un contrat de travail et personne ne te contrate sans un numéro d'identification. C'est ça que dit le système et c'est ça aussi que fait la répression dans la communauté et il y a un tas de personnes qui... Y a-t-il des centres d'accueil ou des soutiens pour des immigrants? Oui, il y en a. Laisse-moi terminer. Oui, Roland, l'économie, le quotidien des femmes noires ici au Chili se détériore de jour en jour, surtout dans le moment pandémique. Et donc, ça veut dire... Oui, vas-y, Michel. Non, j'allais répondre aux questions de Toven. Qui m'a posé cette question-là? C'est d'accueil. C'est plutôt... Lucien, est-ce que tu veux enlever ton micro et parler? Je pense que tu as beaucoup de questions. Tu pourrais les poser comme ça si tu veux. Alors, salut. Salut, Lucien. Ok, salut, moi je m'appelle Lucien. Excuse-moi. Et je voulais justement savoir parce que cela fait maintenant 2 jours comme je regardais quelques documentaires, comment l'immigration est traitée, comment l'immigration est traitée entre le Brésil jusqu'au Canada, en Amérique, on va dire jusqu'en Amérique. Parce qu'il y a eu trop de bouscades et je vois sur cette route-là qu'il y a plein de gens qui perdent déjà la vie et surtout c'est pas trop soutenu quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne là-bas, tu vois. Parce que selon les documents, c'est pas trop expliqué, chacun donne sa version, tu vois. La cause
de la migration des immigrants dans le Sud-Amérique, c'est l'incommodité. Ouais. C'est l'incommodité qu'ils aient dans ces pays-là. Par exemple, ici au Chili, on vit le jour au jour. Oui, on travaille, oui, on peut manger, oui, mais on peut pas réaliser un tas de rêves qu'on a. Et les personnes là qui se trouvent ici au Chili, il y a, comme j'étais en train de dire avant, il y a des personnes qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans irrégulièrement sur le sol chilien et sans une régularisation migratoire ici au Chili, on ne peut presque rien faire. On ne peut presque rien faire et ces personnes-là ont décidé de passer de Pérou et Équateur, Guatemala, c'est pas, et d'autres zones, ils fassent des caravanes, ils marchent jusqu'à ce qu'ils arrivent au Mexique et après traversent la frontière mexico et américain pour Oui. entrer aux États-Unis. Ils sont majoritairement déportés dans leur pays natal ou dans leur pays d'origine, pas dans le pays là où ils se trouvaient avant. Ils sont majoritairement déportés et il y a un tas de personnes qui perdent leur vie durant la caravane, durant les marches là. Quand il y a des personnes qui peuvent marcher, mais il y a des personnes qui meurent de faim, qui meurent de soif, il y a des personnes qui meurent de fatigue, il y a des personnes qui ont été déjà obèses. Ils meurent aussi parce qu'ils sont trop fatigués. Il y a des enfants qui meurent, il y a des hommes aussi qui avaient des problèmes de santé, des personnes qui devraient prendre leurs médicaments, mais à cause du voyage, ils ne pouvaient pas prendre leurs médicaments et ils perdent leur vie, comme tu as dit. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué alors. Oui, Bon. c'est très compliqué. C'est très Mais compliqué. selon l'État chilien, comment ça se passe? Parce que une fois que les immigrants arrivent, c'est-à-dire les étrangers arrivent déjà sur le sol chilien, mais je voulais savoir s'il y a des fonds ou des centres d'accueil qui permettent de subvenir aux besoins, Non, non, même c'est sanitaires. totalement différent. Laisse-moi te dire, moi j'ai vécu au Brésil et je travaillais aussi au Brésil et je sais que les immigrants là-bas au Brésil ont reçu beaucoup plus de bons traitements qu'ici au Chili. Par exemple, si tu arrives là-bas au Brésil, la première chose qu'ils t'aident à faire, c'est de te régulariser migratoirement. Le pourquoi est-ce que tu es venu, ils te donnent ou un logement temporaire, ils te donnent aussi de l'alimentation et ils t'aident à te régulariser, à te stabiliser. C'est le cas des voyages qu'on faisait là-bas au Brésil vers les années 2010 à 2015, je crois. À Ouais, Manaus, il y avait des centres d'accueil. Il y avait aussi d'autres centres d'accueil comment est-ce que ça s'appelle là-bas? Il y avait Manaus, il y avait, euh, je ne me rappelle pas, l'Amazon, de l'Amazon, tout près de Rio Blanco. Ils ouais, aident aux immigrants parce qu'il y avait ce centre d'accueil-là pour les immigrants et les immigrants ne passaient pas comme arrivent les immigrants ici au Chili. Ici au Chili, si on arrive, on passe dans les frontières non habilitées, on peut mourir dans les frontières quand il y a des espaces minés. oui. Les espaces minés, ce sont les zones que si tu touches, si ton pied touche, tu peux perdre ton pied, tu peux perdre même ta vie parce que Ouais, ce ouais. sont des espaces minés empoisonnés. C'est le cas du désert d'Atacama, là où passent presque tous les Boliviens et les Péruviens quand ils viennent ici. Les Dominicains fassent ce même chemin et pas mal de Panaméens, pas mal de Vénézuéliens, pas mal de Cubains aussi. Ils fassent Ouais. le même chemin quand ils veulent venir ici au Chili. Il y a pas mal de personnes qui meurent. Et quand tu arrives ici au Chili, tu as passé dans un endroit non habilité, ce sont ces frontières-là que tu passes sans l'autorisation de l'État. Tu dois faire tu dois te dénoncer seul. Une autodénonciation, tu dois aller et dire j'ai commis un crime. J'ai commis un crime et il te donne une numéro d'identification et votre processus
de régularisation migratoire doit commencer après 2 ans. Ouais. Cela doit commencer après 2 ans et tu dois passer tout ce temps-là sans un travail formel. Mon Et Dieu. l'État veut rien savoir de toi. L'État veut rien savoir de toi parce que tu es un criminel. Tu as passé par des routes non habilitées, tu es un criminel. On considère ça comme un crime. Je sais qu'on a réfugié 100 ou 200 personnes là. C'était des Syriens. Non, c'était des personnes du Moyen-Orient. On les a réfugiés, mais c'était des personnes invitées. C'était des personnes que leurs ambassades ont envoyé de la lettre ici au Chili, qu'ils ont demandé refuge, blablabla. Et c'est pour cela qu'ils ont reçu une refuge. Mais dans le cas des personnes qui traversent sans l'autorisation de leurs ambassades et non plus l'autorisation de l'État dans les non-habilités, ils souffrent, mais ils souffrent extrêmement ici au Chili. Et pour laisser le pays, ils doivent avoir leur numéro d'identification. Et c'est la même chose, comme j'étais en train de te dire. Maintenant, dans le service jésuite migrant, là où je travaille, on aide à ces personnes-là dans ces processus. On aide dans ces processus, mais ce n'est pas strictement qu'on te régularise. Ok. Bon, merci, Michel. Oui, je vous en prie, oui, Lucien. Merci à toi aussi, Lucien, pour les questions. Et pour les autres personnes qui ont posé des questions, c'était beaucoup plus sur les chats et je l'ai ramené un peu. Et notre événement se tire d'ailleurs à sa fin. Donc, je vais demander s'il y a une personne qui a une question, vous pourriez la poser. On pourrait prendre une dernière question. Sinon, Michel, si tu as des derniers mots avant qu'on finisse l'événement, je te laisse aller. J'attends les questions, comme je dis. Ah, je ne sais pas. Mais on n'a pas de questions, donc on pourrait okay, faire. Okay. Oui. Non, pas de problème, non? D'accord. Mais j'aimerais dire que... Pardon, vas-y. Oui, continue. Ah non, vas-y, parce que moi, j'allais juste faire la fermeture. Tu pourrais continuer. Ok. Bah, mon message serait, soyez forts parce que nous, les immigrants, je considère que nous sommes des personnes braves. Ouais. Si on choisit de laisser son pays natal pour aller, c'est pas dans ce pays, là où on va avec seulement tes habits. Tu ne vas pas avec ton lit, tu ne vas pas avec ta commodité, tu ne vas pas avec tes jardins, avec les fruits tropicaux qui est dans tes pays, c'est pas. Tu ne vas pas avec ta maman, ni ton papa, ni avec tes enfants. Tu ne vas pas avec tes amis d'enfance que tu avais. Tu t'en vas seul. Moi, j'ai pleuré, j'ai trop pleuré. À chaque pays que j'arrive, j'ai pleuré parce que je me rappelle de tas de choses de mon pays natal et aussi dans les autres espaces que j'ai créé des liens. Je vous dis, soyez forts, soyez vaillants aussi, car notre lutte contre le racisme n'est pas minime. Et aussi pour les femmes, on pourrait dire pour les femmes noires aussi que le féminisme doit être antiraciste ou je ne serai pas féministe parce que la sororité est primée dans toutes les choses. Et si nous ne pouvons pas danser la révolution qu'ils prônent, qu'ils chantent tout le temps, c'est qu'elle n'est pas révolution et cela ne devrait pas être un thème de notre intérêt aussi parce que l'inclusion n'existe pas. Et comme a dit Angela Davis, le féminisme est l'idée radicale qui soutient que les femmes, nous sommes des personnes, nous existons, nous avons des droits, nous avons des devoirs aussi, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons prendre notre propre décision, nous pouvons vivre seuls comme convivre avec une autre personne, c'est pas mal. Nous devons continuer à lutter pour continuer à être indépendantes et le respect, c'est tout ce qui prône. Et aussi, soyez des combattants. Oh, merci. Merci beaucoup, Michel. Donc, je tiens à rappeler à tout le monde, en fait, que Michel, c'est une femme qui est super ouverte. Donc, si jamais vous avez des questions, que vous voudriez la contacter, elle va être là pour vous. Elle pourra répondre à vos questions. Non seulement en français, mais comme je l'ai dit au début, en espagnol, en portugais, en créole. Je pense que j'ai oublié une langue. J'ai oublié une langue, hein? Tu parles beaucoup plus de langues que ça. Le portugais, le créole, l'anglais, le français et l'espagnol? L'anglais. Oui, j'ai oublié l'anglais. Donc, si vous avez des questions, vous pourriez la contacter. Elle sera ravie de vous répondre. C'est une personne que moi, j'aime beaucoup. C'est une personne extraordinaire et je suis contente d'avoir aujourd'hui, mais aussi dans le mouvement Quarantine Renaissance.
Donc, on a aussi des événements. En fait, nos discussions sont dans plusieurs langues. Donc, vous pourriez rester à l'affût. On aura sûrement d'autres interviews ou d'autres panels qui vont venir dans des langues différentes dans les prochaines semaines à venir. Sinon, merci d'avoir été là. Puis, j'espère vous retrouver une prochaine fois. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roland. Merci à tous. Merci à vous qui étiez là. On vous attend. Et puis, continuez votre lutte. Soyez avec nous aussi dans Quarantine Renaissance parce que nous continuons avec notre mouvement qui dit qu'une fois nous n'allons pas nous rencontrer. Ah oui, absolument. Le monde, exactement.